Dardigan. Bonjour et bienvenue dans Chapitre 0, le podcast Dardigan où les histoires prennent vie et les voix aussi. Je suis Arnaud Loridan et aujourd'hui on a la chance d'accueillir quelqu'un dont le parcours bouscule, émeut et inspire. À l'occasion de la sortie en livre audio de son tout nouveau récit, nous recevons Mathieu Séchin pour parler de ses livres, de parentalité et de ce chemin hors norme qui l'a mené jusqu'à Ezio. Ancien candidat de L'amour est dans le pré, Mathieu a marqué les esprits avec Mon combat pour devenir père, où il libérait la parole autour de la GPA. Il revient aujourd'hui avec Un papa comme les autres, un témoignage sincère et lumineux sur sa première année auprès de son fils tant désiré. Bonjour Mathieu Séchin. Bonjour. Alors, je ne sais pas si ça va être une chance de m'avoir, on verra à la fin. Ça, nous laisserons les auditeurs juger. Première question donc, après votre séparation, vous avez fait le choix donc d'accueillir Ezio dans votre vie. À quel moment vous vous êtes dit, allez, je me lance ? Alors, c'était très compliqué parce que nous devions faire le process de GPA à deux, comme la majorité des couples d'ailleurs. Et lorsque mon mari est parti en vacances une semaine, un mois à peu près, un mois et demi avant de partir commencer ce process, il n'est jamais revenu. Ah. Donc, voilà, petit choc. J'imagine. Donc, vous êtes face à deux choix, deux deuils. Finalement, le deuil de votre mari et le deuil aussi de cet enfant à venir. Il a fallu que je me secoue et que je prenne la décision de continuer seul. Ça n'a pas été évident, mais aujourd'hui, mon Dieu, que je ne regrette pas. J'imagine. Et justement, alors comme c'est un projet qui a commencé, qui est né à deux, à quel moment vous vous êtes dit au fond de vous, c'est bon, je suis prêt tout de même à être parent solo, ou du moins prêt à essayer ? Je crois qu'un jour, mon père me dit, je vais vous raconter une anecdote parce que c'est toujours intéressant. On part de la piscine municipale d'Alvar-les-Bains et je devais être prêt à nager, et il me pousse dans la piscine. Et évidemment, je nage. Alors que je ne savais pas nager, mais je nage. Et après, je lui dis dans le vestiaire, je dis, enfin papa, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as poussé dans l'eau ? Il me dit, retiens bien un truc que je vais te dire toute ta vie. Il me l'a répété, c'est pour ça que je m'en souviens, mais il me l'a répété toute ma vie. N'attends jamais d'être prêt pour faire les choses. Voilà. Et cette phrase, elle est constamment dans ma tête. Et évidemment, quand j'étais pas prêt, parce qu'on n'est jamais prêt à devenir parent, on le devient. C'est au fur et à mesure, jour par jour. Donc j'y suis allé. C'est une sacrée leçon, effectivement, ouais. De ne pas attendre d'être prêt pour faire les choses. Et justement, en parlant de ne pas être prêt, ou plutôt de penser être prêt, avant l'arrivée du coup d'un enfant, ou de votre enfant en l'occurrence, quelles sont selon vous les petites et grandes choses auxquelles on devrait malgré tout se préparer ? Mais alors, on devrait se préparer au bulldozer qu'on prend dans la tête. Mais on peut pas transmettre ce bulldozer aux autres, en fait. C'est quand le vivant qu'on ressent cette chose-là. Donc, moi, j'ai entendu dire par tout le monde, ma mère la première, elle me dit, tu vas vivre la plus belle chose de ta vie, mais en fait, on n'est pas jamais prêt à recevoir ça. Et quand Ezio est venu au monde, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère et je lui dis, je comprends enfin combien tu m'as aimé. Oh, c'est joli. Ouais. Et dans votre vie de tous les jours, alors comment concilier bébé, boulot, vie sociale ? Comment vous vous organisez pour rester debout sans vous oublier ? Alors, je suis un peu hyperactif. D'accord. Je pense que ça vous a pas échappé. Néanmoins, j'ai la chance de travailler à la maison. Du coup, j'ai pas d'horaire et j'organise tout autour de mon fils, en fait. Je suis pas obligé de le lever à 7h du matin pour le mettre dans une crèche et pour partir au boulot. S'il dort jusqu'à 11h, il dort jusqu'à 11h. Moi, pendant ce temps, je travaille et après, je me consacre à mon petit. Je vous avoue que jusqu'à ce qu'il marche, c'était plus simple. C'était poussette, landau, machin. Aujourd'hui, depuis un mois, il marche. Et il marche beaucoup. Il est lui aussi, comme son papa, un peu hyperactif. Donc, il court. Donc, je cours derrière, comme beaucoup de parents le font. Donc, maintenant, j'arrive en cette fin d'année un petit peu fatigué. J'imagine. Et il va falloir qu'on restructure un peu l'année prochaine. Voilà. D'accord. Et justement, donc, j'ai l'impression que vous le faites passer, bien sûr, avant vous. Ça fait quoi concrètement de faire passer une autre personne avant soi-même, d'arriver en deuxième position derrière son enfant ? En fait, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Ouais. Alors, j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais un peu petit con,
quand j'ai fait mes études, beau gosse, intelligent, à qui tout réussit. Donc là, vraiment, c'était pas possible, quand j'y repense. Et quand on a un enfant, c'est d'un coup l'humilité qui arrive, quoi. Vous n'avez plus d'importance. L'autre jour, on rentre de Mykonos, la chef de bord qui reconnaît Ezio, qui dit « Oh, c'est le petit Ezio !» Mais moi, j'étais transparent. Elle ne m'a pas vu. D'accord. Non, mais même pas à peine dit bonjour. Mais c'est que du bonheur, en fait. La priorité, on met nos enfants devant, point. Et on se pose pas de questions, en fait. C'est la nature. Ouais, c'est la nature. La nature est bien faite. Ouais. Et du coup, en quoi, concrètement, vous sentez que cette parentalité vous a transformé en bien, en profondeur, ou en surprise, peut-être? Ah ben, déjà, j'ai l'impression d'être le vrai Mathieu aujourd'hui. D'accord. Ouais. Celui qui a attendu tant d'années pour naître. En fait, Ezio est né, et moi je suis né aussi. Je suis né avec lui, une double naissance. Et je me rappelle plus trop de ma vie d'avant. C'est fou, hein, mais c'est comme si tout ce qui avait été vécu avant n'avait été fait que pour préparer ce jour du 28 mai 2024. C'est fou. Cette naissance vous a transcendé, en fait. Ah, mais complètement. Et bon, vous êtes devenu père à 49 ans. Avec votre recul, votre vécu, vous diriez que c'est une force, une liberté en plus? Je crois que, et j'en suis intimement persuadé, je l'ai partagé avec des pédiatres aussi, qui sont un peu d'accord avec moi, on n'est pas fait pour avoir des enfants jeunes. D'accord. On les fait jeunes parce que la nature nous demande de les faire jeunes, parce qu'il y a un renouvellement de la société qui doit se faire, de la population. Enfin, c'est comme ça, c'est depuis tout le temps que ça a été comme ça. Mais à 20 ans, on n'est pas prêt pour être parent. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Même à 25, on ne connaît rien de la vie. Quand on a plus de 40 ans, on est assis financièrement, dans la plupart des cas, on est assis socialement, on est droit dans nos bottes. Enfin, moi, je veux dire, je suis hyper bien dans ma peau. J'ai plus aucun problème dans ma tête. Enfin, on est prêt pour accueillir l'enfant. Quand on a 25 ans, on a plein de problèmes dans nos têtes. Mais tous, c'est normal, on n'est pas fait. Comment voulez-vous rendre heureux un enfant si vous-même, vous n'êtes pas heureux? Non. Avoir des enfants tard, pour ceux qui peuvent, faites-le. Très bien. Mais on suivra le conseil assidûment. Et quand on est parent solo, du coup, comme vous, comment on gère, malgré la maturité, etc., comment on gère la charge mentale du quotidien sans se perdre? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, alors j'ai une vie je suis un peu par bon et par veau, et mon fils me suit dans cette profession qui m'amène un peu partout en France. C'est compliqué. Moi, je pratique une chose qui s'appelle le time out. C'est quand il y a, par exemple, un début d'énervement des deux parties, parce que en général, c'est le petit qui s'énerve, et puis le papa qui, comme il a une charge mentale un peu élevée, va commencer à s'énerver. J'arrête tout, je le prends, je le mets dans son lit, 3 minutes. Allez, je m'en vais. Lumière allumée, bien sûr, tout ça. Et ça permet de désamorcer l'énervement mutuel. Et après, je le récupère, et puis tout va bien. On s'aime, on s'embrasse, enfin voilà. C'est un très bon conseil, même pour les couples, oui, j'imagine, qui nous écoutent. Oui. C'est très futé. Et alors justement, premier conseil, est-ce que vous en avez d'autres pour éviter le surmenage ou bien le repérer avant qu'il arrive? Bah, le repérer, c'est quand on n'a plus de patience pour rien. Oui. Normalement, pour un enfant, on doit avoir une patience énorme. Si d'un coup on devient impatient, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit on va se promener dehors, c'est simple, on met son enfant dans une poussette, on va faire un tour une demi-heure, et puis c'est terminé. C'est terminé. L'enfant se calme, il est content, vous aussi, vous prenez l'air, et puis on n'en parle plus. Il ne faut pas se laisser, dans la mesure du possible, il ne faut pas se laisser envahir par justement cette charge qui est dure, quoi. Ouais, c'est ça, faire un pied en arrière et tout de suite. Prendre de l'air. Tout de suite, désamorcer tout de suite. Très bon conseil. Alors ça vous arrive sans doute d'être quand même très fatigué, ou quand vous tombez malade, par exemple. Comment vous parvenez à gérer Ezio malgré tout dans votre quotidien? Alors depuis qu'il est né, j'ai jamais été malade. Oh, ben on va croiser les doigts pour que ça dure. Voilà. Et depuis qu'il est né, il n'a jamais été malade. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, ça prouve qu'on a peut-être une vie assez saine, contrairement aux critiques que j'ai eues du Club des Mères Parfaites, qui ont toujours quelque chose à dire, dont certaines ne sont même pas mères en plus. Donc, c'est encore... oui, les conseillers ne sont pas les payeurs. Oui. Quel conseil vous donneriez, vous, aux parents solos qui, par exemple, n'ont pas de famille proche pour les relayer, pour garder leur enfant ou les aider?
Moi, j'ai une chance. Là, je l'ai inscrit. Il y a une petite crèche, une mini crèche privée au bout de la rue. En plus, ils suivent Ezio sur les réseaux sociaux, donc ça tombe bien. Il n'y avait pas de place, puis comme par hasard, il y en a une. Sinon, il y a toujours de la famille. Moi, j'ai ma sœur qui est à 1 heure, donc des fois, je le laisse 3-4 jours. Ça me permet de me poser. Quel conseil? Si, c'est de se faire aider. C'est amener. Il y a des assistantes maternelles un peu partout. Ne pas hésiter à faire confiance aux autres. Les assistantes maternelles, pour la plupart, sont des mamans. Mmh. Elles aussi. C'est vrai qu'elles feront pas comme vous pendant la journée, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne feront pas mieux ou moins bien que vous. Elles feront peut-être de leur façon, mais ça sera bien. Voilà. Oui, c'est ça. Et vous parlez justement d'assistantes maternelles, de crèches, parfois privées. Ça peut apporter une certaine pression financière sur les parents, notamment les parents solos, ou une peur de ne pas pouvoir assumer ces dépenses-là. Comment vous arrivez à apprivoiser, vous, cette peur-là, si jamais elle est arrivée? Moi, j'ai la chance d'avoir un boulot qui me permet de ne pas avoir cette peur-là. Néanmoins, on est dans un pays qui accompagne bien. Une assistante maternelle, c'est 5 € par heure. Et il y a des prises en charge de la CAF, il y a des aides. Oui. Donc, on est quand même pas mal accompagné. C'est pas le cas ailleurs. Hein. Enfin, on est quand même bien... On est plutôt privilégié. On est quand même privilégié, et ça, il faut le reconnaître. Après, je comprends qu'il y ait des stress. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui restent au foyer. Mmh. Hein. Moi, je suis un peu au foyer aussi, finalement. Hein. Et il ne faut pas oublier que ces mamans au foyer, c'est un job. Parce que souvent, les maris peuvent dire qu'il n'y a qu'eux qui travaillent, mais restez, messieurs, une semaine entière avec les gosses à la maison, vous serez ravis de retourner au travail. Oui, vous avez raison de le préciser, on n'y pense jamais assez. Alors, vous l'avez dit, donc malheureusement, vous êtes séparés de votre mari. Et avec Ezio à gérer, ou en tout cas à élever, est-ce que trouver l'amour quand on manque de temps pour soi, selon vous, c'est encore possible? Comment on garde espoir? Comment on envisage la suite? Mon Dieu, vous touchez un sujet très sensible. C'est bien pour ça que je l'aborde. Ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire. D'accord. Je peux pas dire que j'ai pas rencontré, mais ça n'a jamais abouti, pour différentes raisons. La popularité en fait partie. C'est toujours compliqué de savoir si les gens viennent pour vous, pour ce que vous paraissez, quoi. C'est un peu chiant. Et puis bizarrement, dans le milieu gay, puisque je suis gay, l'enfant fait peur. C'est un engagement qui fait peur à l'autre. D'accord. Donc, je peux le comprendre, hein, je peux l'entendre. Hein. Du coup, ça va pour du one shot, mais pour envisager la vie. Et puis, il y a aussi une autre chose très importante, c'est que maintenant, je suis papa, n'habitera à la maison que peut-être le dernier homme de ma vie, quoi. Oui. Donc, je me mets aussi une pression certaine. D'accord. Mon fils reste la priorité. Je veux pas lui présenter tous les 6 mois quelqu'un. Voilà. Bien sûr, mais c'est plutôt sage comme décision. Oui. Alors justement, vous parliez de votre communauté, ou plus largement de la communauté sur les réseaux qui vous suit. Je sais qu'elle vous envoie quelques tips de temps en temps. Quels sont les meilleurs conseils que vous avez reçus de followers ou de gens qui vous entourent? Alors, au tout début, j'ai reçu un conseil qui me paraissait anodin, enfin, qui était « écoute-toi ». Mais écoute-toi. C'est-à-dire, connecte-toi avec ton fils et écoute-toi. Quand je l'ai, je fais oui. C'est un peu ésotérique. Bien. Eh bien, si. J'ai jamais ouvert un seul bouquin et je me suis toujours écouté. Toujours. Il y a des moments, alors moi je suis très énergie, hein, donc, mais quand mon fils fait la sieste, je me mets à côté de lui et comme si je me connectais à lui. Et je sais pas, j'ai l'impression que je ressens ses besoins, et le résultat est là, il grandit bien, il est épanoui, il court partout, c'est le bébé sourire parce qu'il est toujours en train de sourire. Il n'a jamais été malade. Donc j'ai cette impression que cette connexion, de ce conseil qu'on m'a donné au début de me connecter à l'enfant et de me connecter à moi-même, était le meilleur conseil que j'ai eu. C'est un conseil effectivement très sage. Vous l'avez dit, vous êtes évidemment connecté à Ezio de manière très forte et vous voyagez souvent avec lui. Est-ce que c'est un mode de vie que vous recommandez, une façon de créer des souvenirs particuliers, de se réinventer vous-même déjà, puis avec lui? Alors, chacun fait comme il l'a envie.
et selon ses propres moyens et capacités. Moi, j'ai la chance de pouvoir gérer mes entreprises à distance puisque j'ai des collaborateurs qui gèrent le quotidien. D'accord. Mais j'ai choisi aussi de faire ça. Hein. J'ai organisé pendant 3 ans ma vie professionnelle avant que le petit arrive pour que quand il arrive, je puisse le faire. Donc, c'est une décision. C'est une décision. Mais chacun peut la prendre. Ensuite, je reste persuadé, et puis ça c'est ma vision, hein, mais que offrir à mon enfant une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir le monde, ça l'enrichira beaucoup plus que d'être coincé de 8h à midi, 2h à 6h dans une classe. Mais j'en suis convaincu. Je ne dis pas que je vais l'empêcher de s'instruire. Il y a l'école à la maison, il y a le CNED, il y a plein de choses. Hein. Mais je pense que les voyages, les rencontres, dans les centres aérés pour être avec des enfants, dans des camps de vacances, dans des camps de sport, peu importe, mais dans un autre monde que ce que l'école aujourd'hui propose. Parce que pour moi, ce que l'école aujourd'hui propose, déjà moi j'étais malheureux à l'époque, et c'était pas du tout l'école d'aujourd'hui. Donc, vous vous rendez compte que parfois, vous vous mettez un réveil à 6h du matin pour réveiller un gosse. Oui. Non mais, en fait, l'enfant, il a rien demandé. C'est horrible. Moi, je me souviens ça m'a traumatisé quand j'étais petit, de ce réveil qui sonnait à 6h moins quart. J'en ai encore de l'écœurement. J'ai dit, je veux pas imposer ça à mon enfant, mais 6h du matin pour un enfant, mais vous vous rendez compte? Ouais, c'est rude. C'est rude. J'ai vu une vidéo l'autre jour, en plus, là, c'est l'école obligatoire est passée à 3 ans. Il parle de le remettre à 6 ans. Hein. Mais à 3 ans. Mais un enfant à 3 ans, il est pas prêt de partir de ses parents, de son foyer. Il y avait un enfant de 3 ans et demi qui pleurait dans la voiture de sa maman, qui disait « Maman, mais je veux retourner au lit, je veux retourner. » Mais ça m'a brisé le cœur. Donc non, on aura une vie différente, je vais lui montrer le monde différemment. Là, on a des projets. Je viens d'acheter un tout petit chalet dans la Loire qu'on va faire retaper. On est en pleine campagne, mais alors en pleine campagne. Je suis en train d'organiser pour dans 2 ou 3 ans, je suis en train de regarder pour faire le tour d'Europe en train. Ah, chouette. Mais je vais attendre qu'il ait 4-5 ans quand même pour qu'il puisse en profiter. Et s'en souvenir aussi. Ouais, plein de choses. Puis là, on part 5 semaines en Guadeloupe. Donc, il va faire des châteaux de sable pendant 5 semaines. Donc, ça va être génial. Ah, j'en doute pas. On va aborder brièvement aussi le sujet de votre maladie, puisque vous en parlez librement. Vous vivez donc avec le cas d'asile. Oui. En quoi cette maladie façonne-t-elle aujourd'hui votre manière d'être père ? Alors déjà, elle a façonné ma vie, parce que quand j'ai appris en 2019 que j'étais atteint de cette maladie, c'est comme un menhir qui vous tombe sur la tête. Oui. Vous apprenez que vous êtes atteint d'une maladie qui plus est incurable. Bon, j'ai fait 2 mois de dépression, mais je suis pas sorti de chez moi. Mais je me voyais mourir, et en plus, c'est une maladie qui touche le cerveau, et ça, il y a 2 endroits qui sont qui sont terribles pour les gens, c'est le cœur et le cerveau. Oui. Quand ces maladies touchent un de ces 2 organes, c'est effrayant. Oui. Effrayant. Dès que vous avez mal à la tête, vous vous demandez si c'est pas fini. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote. Ah ben, je vais la raconter maintenant. Allez, un jour, j'étais en Colombie pour mon 2e voyage, je crois, et j'étais au 8e étage de mon hôtel, en train de poster sur Insta quelque chose, et d'un coup, tout bouge. Mais tout bouge. Ma tête partait. Je dis, ça y est, c'est fini. Je suis en train de mourir, je fais mon AVC massif. C'était un tremblement de terre, en fait. Donc, j'ai compris ça quand toutes les sirènes de la ville sonnaient partout et qu'on a dû redescendre en bas. Voilà. Bon, ça, c'était la petite anecdote. Et ben, vous changez de vie. Parce que, et là, je le dis à tous nos auditeurs, c'est n'attendez pas d'avoir une grave maladie pour vivre vos rêves, non d'une pipe en bois. De toute façon, si un jour vous avez un cancer dernier stade, vous allez vivre vos rêves. Alors, n'attendez pas. Faites-le. Tout est possible. On peut choisir notre bonheur. Donc ça change déjà, j'ai changé ma vie. Et avec un enfant, évidemment, on réfléchit avant d'avoir un enfant, ce qu'on risque. Puis je me suis dit, j'ai quand même une famille, etc. Et puis je me suis dit, non, Mathieu, tu donnes la vie quand même. Même si tu décèdes quand il aura 17, 18 ans, mettons, il va être malheureux, mais je pense qu'il sera quand même très heureux de vivre. Donc je lui donnerai la vie. Parce que plusieurs fois, des femmes m'ont dit, oui, mais moi j'ai été malheureuse quand j'ai perdu mon père. Je dis, mais tu regrettes de vivre ? Ah non. Je dis, ben voilà. Donc, on donne la vie, et puis la médecine fait qu'on a pu isoler les embryons non porteurs de cette maladie génétique. Donc, Ezio n'est pas porteur, et donc l'atavisme familial s'arrête avec
moi. Voilà. D'accord. Et je suis très heureux, puisque ma sœur n'est pas porteuse, je suis très heureuse que cette maladie s'arrête. Donc on vit différemment, on aime différemment, on profite différemment, on va plus en profondeur des choses, on élague les amitiés, voilà, on se débarrasse des gens toxiques, et voilà. Oui, c'est une très bonne façon de voir les choses. J'imagine, vous parliez de connexion, on se connecte aussi, j'imagine, beaucoup au moment présent, à l'instant présent, au jour d'aujourd'hui. Ouais. On apprend le bonheur. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et comment on apprend le bonheur? Il y a des... D'ailleurs, je fais des stages d'une semaine en pleine nature sur l'apprentissage du bonheur. D'abord, c'est une décision. Oui, on décide d'être heureux. J'ai déjà lu ça quelque part. Voilà, on décide. D'abord, on décide. Et après, dans le processus, on fait un peu, si vous voulez, un mélange de taoïsme, c'est-à-dire taoïsme où on laisse couler les choses telles qu'elles arrivent, c'est-à-dire qu'on essaye de pas se heurter et de pas résister aux choses qui peuvent vous faire mal. D'accord ? C'est comme ça. Bon, j'ai une maladie. Elle est là. Donc, voilà. J'aime beaucoup le taoïsme dans ce chose-là. Cette espèce de rivière qui passe au milieu des pierres sans jamais s'arrêter. Et c'est là que vous créez votre bonheur. Voilà. Vous créez en ne résistant pas aux choses qui sont pas bien. Alors, on ne lutte pas, on laisse couler. Ça passe tout seul. Et on laisse couler. Et en laissant couler, en fait, toutes les choses mauvaises passent et il y a que les belles choses qui restent. C'est joli. Belle image pour finir avant cette dernière question. Question un peu bilan après cette première année avec Ezio. Si vous deviez choisir un souvenir en particulier avec lui cette dernière année, quel serait-il ? Oh là là, il y en a tellement. Je crois que c'est la première fois où il m'a serré dans ses bras. Ah. On était dans un hôtel parisien. Je prends les frissons là. On était dans un hôtel parisien. Au M Social, je me souviens, dans la chambre. Et j'étais en train de le changer, je le récupère dans mes bras, et là, il se crispe contre moi et il me serre. Mon Dieu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est un moment très, très, très intense. Très fort. Ouais, incroyable. Parce que c'est bien quand l'enfant est petit, quand les bibis, les machins, etc. Mais quand l'enfant grandit, c'est là qu'on voit, il y a les échanges qui commencent, et il y a l'amour qui se construit, et là, je suis tout plein de frissons de partout. Eh bien, nous allons rester sur ces frissons. Alors, ce très beau souvenir, effectivement. Merci, Mathieu, d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, donc on rappelle le titre de votre livre, Un papa comme les autres. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Chapitre 0. Merci.